Pour remédier à la suppression de la plupart des manifestations culturelles à cause de la pandémie Covid-19, j'ai pensé qu'il serait judicieux, en utilisant d'autres moyens, de vous présenter mon dernier ouvrage intitulé Les Suisses dans les guerres de religion en France, paru aux éditions Cabedita en septembre 2020. Étant totalement novice dans le maniement de ces nouvelles technologies, vous me pardonnerez la qualité de cette vidéo. Dans mes deux précédents ouvrages, Marignan, Histoire d'une défaite salutaire et Suisse-France 500 ans de paix perpétuelle, j'avais abordé le dernier quart du XVe siècle et le premier du XVIe, période caractérisée entre autres par les guerres d'Italie. Il m'a donc semblé judicieux de poursuivre le récit des relations qui lièrent la Confédération helvétique au Royaume de France. Et il faut bien le reconnaître, cette période qui va de la mort de François Ier en 1547 à l'assassinat d'Henri IV en 1610 est tragique. Ce temps fut en effet marqué par presque un demi-siècle de guerre de religion, un demi-siècle de chaos politique et de violences interconfessionnelles sans précédent. De fait, ce terme de guerre de religion recouvre un ensemble de révoltes tant religieuses que politiques. Car la crise engendrée par la Réforme fut le prétexte qu'invoqua une partie de la noblesse française pour se révolter contre le pouvoir royal, brisant par là l'unité confessionnelle et politique sur laquelle reposait l'ensemble de la société. Du massacre des Huguenots à Vassy en 1562, de celui des catholiques lors de la Michelade de Nîmes en 1567, ou de la Saint-Barthélemy en 1572, jusqu'à la promulgation par Henri IV de l'édit de Nantes, 8 guerres entrecoupées de périodes de paix ébranlèrent les règnes de François II, de Charles IX, d'Henri III et d'Henri IV, sans oublier bien sûr la régence de la reine-mère Catherine de Médicis. Souvent acculés par leurs adversaires, soit les Huguenots, soit les ultra-catholiques, abandonnés par une partie de leur aristocratie pour maintenir leur pouvoir, ces souverains durent faire appel à leurs bons compères des ligues de Haute-Allemagne, c'est-à-dire aux Suisses qui, depuis la signature en 1516 d'un traité de paix perpétuelle et en 1521 d'une alliance perpétuelle, étaient devenus leurs fidèles alliés. Toutefois, l'esprit de la Réforme avait aussi scindé le pays des Helvètes, et il fallut que les ambassadeurs du trait chrétien trouvassent des arguments de poids, c'est-à-dire protection contre d'éventuels ennemis, versement de grosses sommes d'argent aux cantons et de judicieuses pensions et de juteuses pensions, aux capitaines et aux patriciens, pour que les autorités de ces mêmes cantons acceptassent de mettre des régiments au service du roi. De fait, si la plupart répondaient avec engouement, en revanche, ceux qui avaient adopté la réforme refusaient et mettaient leurs troupes au service des princes protestants en lutte contre l'autorité royale. L'on vit alors des Suisses servir dans les deux camps au risque de devoir s'affronter sur les champs de bataille, voire pire, de participer à d'horribles carnages. Dans ces temps d'horreur, et durant près de 4 décennies, des dizaines de milliers de Suisses furent engagés au service du roi ou contre lui. À leur tête, plusieurs capitaines se firent remarquer tant par leur vaillance que par leur connaissance
de la chose militaire. Ils avaient pour nom Guillaume Frölich, Gebhard Tamann, Guillaume Tuginer, Louis Pfiffer d'Altishofen, Gaspard Galati de Glaris et combien d'autres encore. Ils s'illustrèrent avec leur régiment sur nombre de champs de bataille, permettant ainsi au roi ou à ses ennemis de remporter la victoire. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler ce que le général français Suzanne écrivait en 1875 dans son Histoire de l'infanterie française, je cite « Pendant les guerres du XVIe siècle, les Suisses ont presque constamment formé le tiers et quelquefois la moitié de notre infanterie. Mais l'appoint numérique qu'ils nous apportaient n'a été que la moindre partie de la force qu'ils procuraient à notre pays. Ils l'ont servi encore bien plus par leurs exemples dans un moment où tant de causes entravaient chez nous l'établissement et le développement de l'infanterie. Les Suisses au service de France y furent toujours des modèles de bravoure, de tenue et de discipline. Et l'on n'a jamais pu leur faire d'autre reproche que celui de tenir à être payé très exactement. » Fin de citation. À ce sujet, je me dois d'apporter une précision. L'adage qui disait point d'argent, point de Suisse n'a que peu à voir avec le service militaire des Suisses à l'étranger, car ceux-ci, la plupart du temps, continuaient à honorer leur serment, bien qu'ils ne fussent pas toujours payés. Dans le cas présent, ce n'est ni la faute à Voltaire, ni la faute à Rousseau, mais à celle de Racine dans sa comédie Les Plaideurs, qui fait dire à Petit Jean, un portier, sûrement d'ailleurs un Suisse, point d'argent, point de Suisse, et ma porte était close. Un autre témoin, Henri de Schomberg, maréchal de France sous Louis XIII, disait, je cite, « Un corps de Suisse est dans une armée française ce que sont les os dans un corps humain, non seulement pour leur valeur, mais surtout par leur discipline et patience, qui ne se décourageaient par aucun revers ni retardement. Aussi, les Suisses sont aussi fiers à la fin d'une campagne qu'au commencement. » Fin de citation. Ces guerres, dites de religion, bouleversèrent le royaume à tel point qu'à plusieurs reprises, il fut menacé de succomber. La faible santé de François II et de Charles IX, tous deux morts avant d'avoir atteint l'âge adulte, le mépris que suscitait Henri III auprès du peuple et d'une partie de l'aristocratie, les revirements de la reine-mère Catherine de Médicis permirent aux oppositions, qu'elles fussent religieuses ou politiques, de se soulever. Le 1er août 1589, poignardé par le moine Jacques Clément, Henri III avait juste eu le temps, avant de rendre le dernier soupir, de désigner son cousin pour lui succéder. Or, ce cousin s'appelait Henri de Bourbon, il était roi de Navarre et chef des Huguenots. Aussitôt, dans toute la France, une grande partie du peuple catholique se souleva. Alors, pour parvenir à s'imposer, et bien qu'il se fût converti au catholicisme en 1593, Henri IV dut affronter ses ennemis durant plusieurs années. Enfin, après moult batailles, au cours desquelles tous ses adversaires avaient été successivement écrasés, secondés par de bons ministres, tant catholiques que protestants, à l'exemple de Maximilien de Béthune, duc de Sully, Henri IV put se consacrer à la restauration de son royaume. Homme sage et réaliste, il avait compris que seule la tolérance pourrait ramener la paix. Aussi, une de ses premières décisions fut d'imposer le 13 avril 1598
l'édit de pacification de Nantes qui mit un terme, du moins pour quelques années, aux guerres de religion. Cet édit accordait aux réformés la liberté de conscience, la liberté de culte, toutefois dans une forme restreinte, l'égalité civique avec les catholiques et plusieurs places de sûreté telles La Rochelle, Montpellier, Nîmes, Saumur, Uzès, etc. Voilà, je n'en dirai pas plus. Sachez encore une chose, dans ce livre, je ne me suis pas livré à une réflexion sur les guerres de religion. J'ai simplement raconté les événements tels qu'ils se sont passés et dans lesquels les Suisses tinrent une part considérable au risque de mettre en péril leur union confédérale. Voilà, ce livre, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle bonne librairie, tant en France qu'en Suisse. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.